Tard le soir, je lis le journal d'Etty Hillsong, née en Zélande le 15 janvier 1914, morte à Auschwitz le 30 novembre 1943. Je lis son journal, Une vie bouleversée. Et c'est le souffle d'une chair depuis longtemps détruite qui se mêle à mon souffle et agite ma chair. Mercredi 25 février 1942, 7h30 du matin. Je me suis coupé les ongles des orteils, j'ai bu une tasse de cacao Van Houten et mangé une tartine de miel. Le tout avec une vraie passion. J'ai ouvert la Bible au hasard, mais le passage n'apportait aucune réponse à ce début de matinée. Cela ne fait rien du reste, car il n'y avait pas de question. Seulement une grande confiance et une profonde reconnaissance pour la beauté de la vie. Et c'est pourquoi ce jour est historique. Non parce que je dois me rendre tout à l'heure à la Gestapo avec S, mais parce que malgré cela, je trouve la vie belle. Je lis son journal. Et cette manière de dialogue, commencée bien en amont de ma naissance, m'oblige à puiser les invisibles sources de ma mémoire. Elle, morte, dit-on. Moi, vivant, paraît-il. Je tente de nouer ma parole à la sienne, mon vécu, au vécu de celle qui se rêvait une vie d'écrivain, de philosophe, de poète. Mardi 26 mai, 9h30 du matin. En rentrant chez moi hier soir dans la nuit tiède, à la fois légère et alourdie d'avoir bu tout ce Chianti blanc, j'ai retrouvé soudain, fugitivement, la certitude qui, en ce moment précis où je tiens le stylo, a de nouveau totalement disparu. Un jour, je serai écrivain. Un rêve. Un rêve, en effet. Un rêve que ne cessa d'entretenir l'incandescence de sa parole, en dépit du prévisible épuisement de son horizon. Mais pourquoi ne m'as-tu pas fait poète, mon Dieu? Elle, rêvant donc. Et moi, vivant. Dans cette maison dont les pierres ont été posées les unes contre les autres, les unes sur les autres, 2 siècles et demi durant. Dans cet espace solide et harmonieux où il me faut apprendre à débusquer le chaos et la fragilité de mon espace intérieur. Où il me faudra beaucoup de solitude aussi, afin d'aller au bout de mes incertitudes. C'est ici, dans cette maison, trop grande pour moi, que les fantômes remontent jusqu'à moi, qui n'ai la force ni de les repousser, ni celle de les ignorer. Et quand je ne lis pas le journal d'Etty, je vais chercher dans la Bible l'histoire d'Esther. La jeune fille est splendide de tournure et elle est belle à regarder. Et je vois sous mes yeux cette histoire se plier, se déplier, comme ces objets japonais où le dessus devient le dessous et vice-versa. Le présent précédant le passé se nourrissant des siècles futurs. Souvent la nuit, je me réveille. J'allume la lumière et tel un alcoolique empoignant sa bouteille, je m'enivre de cette vie bouleversée. Lundi 4 août 1942, 2h30. C'est un homme d'âge mûr, de 55 ans.
parvenu au stade de l'amour universel, après avoir durant sa longue vie aimé beaucoup d'individus. Moi, je suis une petite bonne femme de 27 ans, mais je porte aussi en moi un amour très fort de l'humanité. Mais je me demande si toute ma vie, je ne serai pas à la recherche d'un homme unique. Puis, je retombe dans un sommeil rempli de rêves chaotiques. Ce matin, je suis monté sur la colline et me suis allongé dans l'herbe, le visage tourné vers le ciel où j'ai cru voir le visage d'Etty parmi les nuages. Esther chargée de grâce aux yeux de tous ceux qui la voient. Puis, le vent lentement a dispersé ses traits dans l'immensité du ciel, comme un rêve se dissout dans le thé brûlant du matin. Mettre ta tête dans le ciel passe encore, mais mettre le ciel dans ta tête, oh là! Tu montres là ta nature tyrannique. Allongé sur le dos, je pose le livre près de ma tête et je regarde les petits plombs de ses iris qui me fixent. Il y a de l'encre dans ses yeux. Mes narines brûlent d'inhaler les effluves de nourrisson de sa nuque et la chaleur alcoolisée de ses aisselles quand elle dénoue et libère ses cheveux et le parfum de fleurs écrasées de son ventre et les odeurs de renard affolé de son sexe. Parfois, en voyant dans la rue une jolie femme, élégante, soignée, hyper féminine, un peu bête, je sens mon équilibre vaciller. Mon intelligence, mes luttes avec moi-même, ma souffrance, m'apparaissent comme un poids oppressant, une chose laide, anti-féminine. Et je voudrais être belle et bête, une jolie poupée désirée par un homme. Quand il m'arrive de m'endormir au soleil, son image redevient chère, mes mots deviennent mes doigts, son corps remue, ses jambes s'écartent, et me voilà flottant dans l'antre de ses cuisses. La houle de ses hanches m'entraîne dans le labyrinthe de ses parois invisibles, faisant naître au plus profond de mon intimité d'étranges frissons de femme. Car elle me pénètre alors bien mieux que je ne saurais faire. Elle est en moi. En lui ouvrant la porte de ma bouche, son corps retrouverait peut-être l'air, la lumière et les beautés du monde. Mardi, 9h du soir. Nous n'avons plus le droit de nous promener sur le Vanderland. Le moindre groupe de 2 ou 3 arbres a été rebaptisé bois et porte un écriteau interdit aux juifs. On en voit fleurir partout de ces pancartes. Pourtant, il reste bien assez de place où vivre dans la joie, faire de la musique ensemble et s'aimer. En ces jours, le roi Xerxès, siégeant sur son trône à Shushan, en l'an 3 de son règne, fait un festin pour tous ses chefs. Les jeunes gens du roi font chercher toutes les jeunes filles vierges et belles à regarder. Dans Shushan,
est un homme nommé Mordechai, parrain d'Esther, un Benjamin, descendant de ceux que Nabuchodonosor fit déporter. Elle est prise pour le roi en sa maison. Elle ne révèle ni son peuple, ni sa parenté, ainsi que Mordechai le lui a ordonné. Dans cette maison beaucoup trop grande pour moi, il y a Éti, il y a Esther. En ce dimanche après-midi de village désert, je lis le journal et j'entends le bruit de sa voix. Et j'imagine le dessin de ses lèvres. Je sens son haleine de fumeuse et le chuintement du gaz. Non, je vais trop vite. Car je voudrais ne jamais la quitter, l'accompagner jusqu'à la fin, jusqu'au seuil de ses dernières pensées, là où ma mémoire se fige. En ce XXe siècle, on peut très bien croire encore au miracle et je crois en Dieu. Même si avant peu en Pologne, je dois être dévorée par les poux. Ce soir, une pensée du soir. Peut-on mourir sans connaître la détresse ? Le roi Xerxès fait monter Haman, oppresseur des Yéhoudim. Tous se prosternent, sauf Mordechai qui refuse. Haman est furieux. Il demande au roi d'exterminer tous les Yéhoudim de tout le royaume. Vendredi 3 juillet 1942, 9h30 du soir. Ce qui est en jeu, c'est notre perte et notre extermination. Aucune illusion là-dessus. On veut notre extermination totale. Il faut accepter cette vérité et cela ira déjà mieux. Allongé dans mon lit, seulement vêtu du linge déchiré de sa vie, je m'interroge. Qui recueillera ses cendres? Celles de son corps, de ses pensées et de ses paroles. Qui la rendra à l'océan des origines, sous la forme d'un reptile émergeant de la mer? Qui la réenfantera dans le ventre du monde? Malgré le noir quasi total, impossible de dormir. Allongé sur le ventre, mon corps pèse son poids mort qui s'imprime sur le matelas. Mon corps est un pont qui vacille sous le poids des morts qui le piétinent dans un silence spectral. Je tourne le bouton du rhéostat de la lampe de chevet qui s'allume dans un lent bâillement. Quand j'y vois suffisamment, je suis étonné de ne pas trouver quelques morts assis au bord du lit, ou accroupis sur les tapis, ou debout près de la fenêtre. Personne. Les morts, si bien connus, fuient la lumière, tout de même qu'ils fuient le regard incrédule des vivants. Toutes ces histoires qu'on se raconte quand on ne dort pas. Par exemple, je la vois courir. La vie, l'amour, le désir l'appellent. Elle court, elle court, elle court. Samedi 11 juillet 1942, 11h du matin. Ici, les Juifs se racontent des choses réjouissantes. En Allemagne, les Juifs sont emmurés vivants ou exterminés au gaz asphyxiant. Ce n'est pas très malin de colporter ce genre d'histoire. Et de surcroît, à supposer que ces atrocités se passent vraiment sous une forme ou sous une autre, ce n'est pas nous qui avons à en répondre. Elle
court vers l'explosion de l'horizon. Elle court et soudain le pare-brise explosé du ciel. Et sa vie, un minuscule éclat de verre parmi des millions d'autres. Petit tesson d'humanité planté dans le sol. Et nous, pieds nus, et ses plaies sous nos pieds. Sur la couverture du livre, son regard fouillant dans le mien, mes yeux essayant d'imaginer ce que ses yeux sont condamnés à voir. Je m'interroge. Quand ses yeux verront ce qu'ils verront, les croira-t-elle enfin ? Je me surprends à me préparer psychologiquement à la vie dans un camp de travail, jusque dans les plus petits détails. Dans quelques jours, j'irai chez le dentiste faire plomber mes dents carriées. Ce serait vraiment grotesque d'avoir mal aux dents là-bas. Un autre soir, sitôt allumé la lampe au-dessus de ma table, le monde du dehors disparaît. Effacer l'église, raser les collines, noyer le ciel dans l'encre noire de la fenêtre. Morderaï, ayant eu vent de ce qui se tramait, déchire ses habits et dans les rues pousse une grande clameur amère. L'apprenant, la reine, Esther, en est fort émue et donne ordre à un de ses eunuques d'aller voir Morderaï. Morderaï dit de répondre à Esther : bien que vivant dans le palais, ne t'imagine pas qu'à la différence de tous les Yehudim, tu en réchapperas. Toi et toute ta famille seraient anéantis. Il se peut que je sous-estime ce qui m'attend. Sur la vitre devenue miroir, flotte le reflet trouble de mon visage, éclairé par l'écran de l'ordinateur. Revêtant ses plus beaux habits, Esther s'en va trouver le roi. Quelle est ta requête ? Elle te sera accordée. Que le roi vienne avec Aman ce jour, au banquet que je fais pour lui. Haman est tout heureux de cette invitation. Mais voyant Mordechai siégeant toujours à la porte du roi, sa fureur renaît. Il décide de faire dresser un gibet afin d'y pendre Mordechai. Je ne suis pas seul. Eti aussi dans la maison. Sa photo sur la couverture. Je voudrais tant comprendre l'aveuglement de son regard si grand ouvert. Comprendre aussi tous ces morts qui m'interrogent et je ne sais quoi leur répondre. Comprendre ce qu'ils n'ont pu comprendre. Ce qu'ils n'ont su voir de leurs yeux. Le casse-noisette n'est pas l'instrument le plus adéquat pour éplucher une pêche. Et si seule notre mémoire aveugle était en mesure de voir le monde, d'y débusquer ce qui nous fuit et ce que l'on fuit. En cette nuit, le sommeil l'ayant fui, le roi, relisant les paroles des jours, y trouve écrit ce que Morderaï avait rapporté d'un complot, le sauvant ainsi. Tandis qu'Aman arrive afin de lui demander de pendre Morderaï, le roi lui dit : que faire à un homme que le roi désire honorer ? Aman ne doute pas que c'est à lui que songe le roi et répond : on apportera le vêtement dont le roi est vêtu, le cheval qu'il monte, on en revêtira le ministre honoré, puis le montera sur le cheval par toute la ville pour les faire acclamer. Le roi dit à Aman : prends vite le vêtement et le cheval ainsi que tu as dit, et fais ainsi que tu as dit à Mordechai, qui siège à la porte du roi.
Aman se presse vers sa maison, désespéré, la tête basse. La photo d'Etty sur la couverture du livre. Ce très vague étonnement du regard, qui ne regarde pas le monde, qui regarde ce qui le regarde. Dans ce visage que le temps ne peut plus entamer, la lèvre inférieure, pulpeuse, prompte à la bouderie. La lèvre supérieure, aiguisée comme une herbe. Le nez droit, légèrement arrondi au bout. Les narines palpitent. Mercredi 16 septembre 1942, 3 heures de l'après-midi. S est mort hier, à 7h15. Mais je ne suis pas triste. Je trouve la vie si belle et si riche de sens. Mais oui, belle et riche de sens. Au moment même où je me tiens au chevet de mon ami mort, et où je me prépare à être déportée d'un jour à l'autre vers des régions inconnues. Non. Non, le temps ne l'a pas abîmée. Il est passé sur elle comme une cire. C'est au-dedans que les échardes la déchirent. La Hollande, un vendredi matin de brume et de crachin. La terre est sombre comme de l'eau, d'où émergent çà et là des rangées d'arbres avec des chevaux couleur de feuilles mortes et des vaches noires et blanches fichées dans l'herbe gorgée d'humidité. Le bus, dont je suis l'unique passager jusqu'à Hougarlen, me dépose à 3 km du camp, Westerbork. Je les parcours à pied, traversant une forêt aérée, parfois une table et 2 bancs pour d'improbables pique-niques. Dans le ciel gris, des oiseaux gribouillent d'obscures sentences dans le silence. Ici, ni juifs, ni nazis, ni guerre. Derrière les granges aux planches déclouées, quelques traces peut-être encore, comment savoir. Dans le train déjà, posant la Bible sur mes genoux, je m'interrogeais. Que savoir du désir d'un roi et de la peur d'Esther qui se doit de sauver son peuple? Les eunuques du roi pressent alors Aman de venir au festin d'Esther. Tous les 3 réunis, le roi dit à Esther: « Quelle est enfin ta requête ? S'il convient au roi, que me soit accordée ma propre vie et celle de mon peuple, car nous avons été vendus, moi et mon peuple, afin d'être exterminés, tués, anéantis.
Et l'oppresseur n'évalue pas le dommage ainsi fait au roi, car nous ne sommes ni esclaves ni domestiques. Les semaines passent, Etty entre au service du conseil juif qui gère le camp de Westerbork. Un camp de transit d'où chaque mardi part un convoi de dizaines de wagons bourrés d'hommes, de femmes, d'enfants, de nouveau-nés, de vieillards, de malades, choisis par le conseil sur injonction des autorités hollandaises et allemandes qui en déterminent le nombre. Chaque mardi, un convoi part pour une destination inconnue en Pologne. Auschwitz, Sobibor, Theresienstadt, Bergen-Belsen. Westerbork. Un long tertre herbeux rappelle la rampe d'accès au train. Le chemin de gravier a effacé toute trace de rail. Le long de ce que fut la voie ferrée, des agrandissements de cartes postales, celles qui furent jetées à travers les fentes des wagons en partance, sont suspendus à hauteur du regard, comme collés sur le front du ciel. Des dizaines de tertres, rigoureusement alignés, matérialisent les emplacements des baraquements. L'herbe y pousse si drue que les pieds s'y enfoncent jusqu'à disparaître. La collaboration apportée par une petite partie des Juifs à la déportation de tous les autres est évidemment un acte irréparable. L'histoire aura à juger. À écouter le chant des oiseaux, à sentir sur sa peau la morsure juvénile du soleil, à humer les parfums des bois environnants que le vent épand sur la vaste clairière, on pourrait douter de ce qui fut. Etty elle-même doute. Un jour, j'irai les visiter, un par un, tous ceux qui sont passés entre mes mains, là-bas sur ce coin de lande. Je veux parcourir le monde. Je veux aller m'assurer de mes propres yeux, de mes propres oreilles, de ce qu'il est advenu, de tous ceux que nous avons laissés partir. Etty, sachant, malgré tout. Bien sûr, c'est l'extermination complète, mais subissons-la au moins avec grâce. Esther, essayant de tordre le sort et de détourner le destin. Le roi Xerxès demande alors: Qui est-il et d'où est-il celui dont le cœur conçut ce projet? L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Esther triomphant. Aman est terrifié et s'effondre sur le divan d'Esther afin de lui demander la vie sauve. Le roi revient et, le voyant ainsi, veut-il en plus violer la reine, avec moi dans la maison? Un eunuque dit alors au roi: Voici le gibet dressé par Aman et destiné à Mordechai. Le roi dit qu'on l'y pende lui-même. Ce qui est fait sur le champ.
Quand je me lève, après les heures passées devant l'ordinateur, les dominos de ma colonne vertébrale se réemboîtent dans un bruit de dérailleur. Je descends l'escalier de bois dont une marche craque. J'ouvre la porte qui donne sur le jardin. Nuit d'encre. La solitude. Respirer me pèse. J'allume, puis j'éteins la radio. Le monde ne va pas. J'aime le monde tel qu'il est. Il n'y en a pas d'autre. Qu'il change ne me satisferait peut-être guère mieux. Il faut bien qu'il y ait un poète dans un camp, pour vivre en poète cette vie-là. Oui, même cette vie-là. Et pouvoir la chanter. Je referme toutes les portes. Et dans la nuit, j'imagine le corps d'Etty perdu au milieu du désert. Et moi, bédouin, cherchant l'impossible oasis. Je porte en moi tous les paysages. J'ai tout l'espace voulu. Je porte en moi la terre et je porte le ciel. Et que l'enfer soit une invention des hommes m'apparaît avec une évidence totale. Esther rapporte alors ce qu'est Mordechai pour elle. Le roi ôte sa bague et la donne à Mordechai, qui la fait venir. Esther, tombant aux pieds du roi, demande la grâce d'écarter le maléfice de Haman et son dessein qu'il préméditait contre les Yéhoudim. Je la vois courir après sa parole, Etty courant à sa perte. Décembre 42. Si nous ne sauverons des camps où qu'ils se trouvent que notre peau et rien d'autre, ce sera trop peu. Ce qui importe, ce n'est pas de rester en vie coûte que coûte, mais comment l'on reste en vie. Le roi octroie aux Yéhoudim de se rassembler et de se dresser pour exterminer, tuer et anéantir toute bande armée qui les opprimerait, ainsi que leurs enfants, leurs femmes, et d'en piller tous les biens. Ces lettres, désormais envoyées depuis le camp de Westerbork, d'où elle ne peut plus sortir. À la lisière du camp, un mirador en bois, noir sur le ciel gris. Un tumulus de ciment sous lequel on entreposait les provisions de pommes de terre pour l'hiver. Je parcours les 50 mètres de voie ferrée, je trébuche sur les traverses. À l'extrémité, les rails arrachés, tordus, dressés vers le ciel. Au petit matin, le soleil se faufile à travers les persiennes. Sorti de sous la couette, ma main vient se poser sur le livre. Mes doigts caressent le visage, tentent d'apprivoiser les corbeaux dans ses yeux. Je me lève, j'ouvre la fenêtre, je respire à pleine gorge le grand soleil d'hiver. Devant mon thé, je me sens bien. En cet instant, avoir honte de son bien-être, qu'en temps de malheur au monde,
ne serait que méprisable obscénité. Car dans la joie des vivants survit la vie des morts. À la 12e lunaison, celle d'Adar, le 13e jour, les Yehudim passent tous leurs ennemis au fil de l'épée. Esther, Péti, Esther, Mardi 8 juin 1943. Les gens sont déjà entassés dans les wagons de marchandises. Les portes se ferment. Les wagons de marchandises étaient entièrement clos. On avait seulement ôté ça et là quelques lattes. Et par ces interstices dépassaient des mains qui s'agitaient, comme celles des noyés. et pour la énième fois, le Stabat Mater de Pergolèse. J'écoute la déchirure de la mer debout, douleur vibrante, une corde tendue. Je pose le livre, assis dans mon fauteuil, au milieu de la grande pièce, 7 mètres sur 7. J'imagine Etty. Ses gestes, déployant l'énergie dérisoire du nageur qui ne reviendra pas. Et plus elle approche de sa fin, qu'elle croit ignorer, mais pas moi, plus je cultive l'illusion d'un dialogue. Plus je lui parle, et plus je crois l'entendre. Plus rien ne la retient à ce monde-ci. Et quand bien même, ce qui la retiendrait ne se retient à rien. Ce matin, il y avait un arc-en-ciel qui brillait au-dessus du camp, et le soleil se reflétait dans les flaques d'eau. La nectarine d'une chanson n'a pas eu le temps de mûrir sur ses lèvres. Et déjà son corps s'en va se déchirer sur les brisants d'une histoire qui lui échappe. Elle lui n'échappera pas. Une lampe accrochée à mon front, je prétends visiter l'intérieur de sa tête. J'y rencontre le cri d'un enfant, l'œil mauve de ce gamin que, gamine, elle n'osa jamais embrasser. Un amour endormi, la fumée d'une cigarette, et mille et une choses qui m'adérisent dans le tonneau noir de la nuit. Je plonge dans sa gorge, sa poitrine. Je remonte. Dans sa bouche, face aux mâchoires, je cherche une porte de sortie. Je frappe. Y a quelqu'un ? L'amour du monde serait beau comme une question sans réponse. Je me réveille avec une douleur au dos, aux dents, aux doigts. Dur à dire la douleur quand on dort dans un lit. Dehors, il pleut. Le tambourin de l'eau dans le seau en plastique oublié dans la cour. Le roucoulement des tourterelles,
dont la monotone supplication me renvoie à mes pensées. Lecture, repas, écriture, vaisselle, rature, ménage, le va-et-vient verdâtre du quotidien. Surpris une mère qui disait à son enfant: si tu ne finis pas ton pudding, tu seras déporté sans maman. Céleste passe sous ma fenêtre en clopinant au rythme de sa canne. Elle travaille d'un bout à l'autre du village ses 85 années de mémoire confuse et répétitive. Sa voix tonitruante de sourd. « Hello !» J'ouvre la fenêtre et lui braille un « Ça va, Céleste ?» Elle. « Oh, pas encore déménagé, boulevard des Allongés. » Le commandant apparaît au bout de la chaussée goudronnée. Derrière lui s'avance son secrétaire juif, élégamment vêtu d'une culotte de cheval beige et d'une veste en tweed rouille. En voilà encore qui font les importants, grommet quelqu'un derrière moi. Boulevard des déportés, dis-je à haute voix. À l'emplacement de ce que fut le lieu de rassemblement, au milieu du camp, où chaque lundi soir s'égrenaient les noms des partants du lendemain, 102 000 petites briques brunes, plantées dans le sol, chacune coiffée d'une étoile de David. Quelques étoiles arrachées témoignent d'une mémoire prédatrice. Essuyant le bois détrempé d'un banc, je m'assois. Je regarde. Rien. Westerbork, jeudi 2 septembre 1943. Sais-tu ce que j'aimerais bien avoir? Ma robe de tricot bleu. Il fait parfois assez froid et puis ce serait pratique si je dois partir du jour au lendemain. Bon, je vais chez le coiffeur. Et peut-être devrons-nous déménager tout à l'heure. Ces choses-là se règlent toujours en 5 minutes ici. L'atmosphère est électrique. Le vent rentre la tête dans les épaules. L'orage menace. Puis il éclate enfin. C'est une délivrance. Bon gros orage, bien noir, de fin d'été. Le ciel cogne comme un sourd sur les tôles de l'univers. Le convoi. Une dernière lettre, jetée du wagon. 15 septembre. J'ouvre la Bible au hasard et trouve ceci. Le Seigneur est ma chambre haute. Je suis assise sur mon sac à dos dans un wagon de marchandises bondées. Papa, maman et Micha sont quelques wagons plus loin. Ce départ est tout de même venu à l'improviste, ordre subi de la haie spécialement pour nous. Nous avons quitté ce camp en chantant. Père et mère très calmes et très courageux. Micha également. Nous allons voyager 3 jours. Merci de tous vos bons soins. Les amis restés au camp vont écrire à Amsterdam. Peut-être ma dernière lettre. Un au revoir de nous 4. Etty. Cette lettre, un paysan l'aura trouvée quelque part sur les ballastes, puis il l'aura postée. Louis et Rebecca Hilsom meurent pendant le transport, ou sont gazés dès leur arrivée. Etty
serait morte le 30 novembre. Mischa Ilsom, le pianiste considéré comme un génie potentiel par quelques témoins survivants, meurt le 31 mars 1944. Le second frère, brillant médecin, déporté à Bergen-Belsen, meurt dans le train qui évacue les détenus en avril 1945. La famille Ilsom, gommée de la surface de la Terre. Un au revoir de nous quatre. Mordechai décide alors que le 14e et 15e jour de la lunaison d'Adar, ces jours où Haman, pensant anéantir tous les Yehudim, jeta le pour, c'est-à-dire le sort ou le destin, serait nommé Purim. Et que ces jours ne seront jamais oubliés dans la mémoire des Yehudim. L'orage a terminé son ménage aussi soudainement qu'il avait commencé. Le monde est lessivé. Un morceau de lune reste accroché dans un coin de la fenêtre. J'erre de pièce en pièce, incapable d'imaginer une fin à ce récit. S'il y avait une fin. Je vais chercher de l'aide chez Vassili Grossman et son roman « Vie et destin ». Il faisait bon dans le bloc du Sonderkommando qui desservait la chambre à gaz, le dépôt de Zyklon et les fours crématoires. Betty entre dans la chambre à gaz. « 7 mètres sur 7. Où se pressent 400 corps, 400 personnes. Au plafond, des pommeaux de douche, des portes colmatées. Elle tient un enfant par la main et l'accompagne jusqu'à l'extrême extrémité de l'existence. Des mains fortes et chaudes étreignaient David. L'enfant ne sentit pas ses yeux devenir aveugles, son cœur vide et creux, son cerveau morne et noir. On l'avait tué et il avait cessé d'être. Sophia sentit
sentit le corps de l'enfant s'affaisser dans ses bras. Elle ne le lâche ni de la main, ni du regard. Le garçon au petit corps d'oiseau était mort avant elle. Je suis mère, pensait-elle. Ce fut sa dernière pensée. Une image couvre sous la cendre. Mais son cœur vivait encore. Il se serrait, souffrait. Vous plaignez, vous, les vivants et les morts. Des vomissements jaillirent. Sophia serra contre elle David, coupé sans vie, et elle devint morte. La forêt de ma mémoire apparaît enfin, cachée derrière l'arbre de ma naissance. Je range le livre d'Etty sur une étagère. Nous n'avons pas fini de nous parler. Je sais qu'elle ne peut me répondre, détruite à tout jamais, à ce qu'on dit. Mais où sont les témoins? J'imagine une centenaire, terrée quelque part, du côté de la Prusse orientale ou du Kamtchatka. Si je possédais la force et l'ignorance du romancier.
chiant, quoi.